bonjour à tout le monde. Donc moi je suis en charge de parler d'une pratique en cabinet de ville diététique de la prise en charge chez l'adulte. Alors compulsion, hyperphagie, boulimie. Voilà. Alors en ce qui concerne les objectifs de la pratique, il y en a bien sûr plusieurs. Il s'agit de repérer et spécifier un TCA installé ou en cours d'installation, d'évaluer l'état de conscience du patient, de son trouble alimentaire, de définir et d'expliciter la ligne de soins et les différentes étapes pour y faire adhérer le patient, d'orienter bien sûr vers d'autres secteurs de soins quand cela est nécessaire et travailler en équipe pluridisciplinaire. Et aussi de défocaliser de la perte de poids et ouvrir à d'autres perspectives, bien-être, santé physique, psychique, sérénité et liberté de manger. Alors pour rappel, pour l'être humain, le comportement alimentaire est régulé par une alimentation intuitive, en tenant compte des sensations alimentaires à travers la faim, les appétences, les traditions alimentaires. Il existe différentes régulations, d'où différentes faims. La prise alimentaire peut être motivée par la régulation énergétique, faim physiologique et régulation de la satiété, par la régulation nutritionnelle, appétit spécifique, contentement, satisfaction, et la régulation émotionnelle, émotions extra-alimentaires, tension, réconfort, détente. Pour les personnes qui souffrent justement de troubles alimentaires, de conduite alimentaire, ce comportement alimentaire est dérégulé, ce qui amène la personne à ne plus tenir compte de ses sensations alimentaires et émotionnelles, mais de règles alimentaires et contrôlantes. Donc la dérégulation alimentaire, elle est en lien avec la restriction cognitive, l'alimentation émotionnelle, la honte et l'insatisfaction corporelle. En ce qui concerne la restriction cognitive, on pourra y trouver plusieurs causes, les médias et ce qui fait trait au culte du corps, les discours diététisants, les listes d'aliments autorisés, interdits, toutes les formes de régime. Le contrôle est confortable au départ, car amaigrissement rapide, production de corps cétonique et baisse de la faim et de l'appétence et des envies de manger émotionnelles. Estime de soi bonne, mais avec le temps, la perte est moins rapide. Intervention du cerveau reptilien, de la survie, réapparition de la faim physiologique et les envies de manger émotionnelles réapparaissent, contrôle difficile, puis perte de contrôle, le système yo-yo. Quand il n'y a pas de dépression, perte d'estime de soi. Les conséquences d'une restriction cognitive, elles vont être, on peut en trouver plusieurs, de difficultés à respecter la régulation physiologique, énergétique et nutritionnelle. Au niveau cognitif, il y a des stratégies, envahissement mental et manque de flexibilité. Émotions qui vont être induites par la restriction cognitive. Et au niveau comportemental, manger pas assez ou trop, et bien sûr, prise ou perte de poids. L'alimentation émotionnelle, c'est la régulation des émotions se fait parfois par une prise alimentaire qui sera régulée. Il s'agit là d'un comportement normal. Mais si la personne est en restriction cognitive ou si elle a une honte corporelle, il y a mise en place une hypersensibilité émotionnelle qui va apparaître avec un dérèglement des prises alimentaires, prise de poids, corps mal aimé, diminution de l'estime de soi. Et pour la honte du corps, la honte corporelle peut être due à un corps dévalorisé socialement. Elle
peut être transmise par la famille ou faite suite à l'atteinte de l'intégrité du corps, viol, violence. On peut amener quelques pistes d'accompagnement du patient ou de la patiente en cabinet diététique de ville. Le premier entretien est bien sûr important, fondamental. Le bilan alimentaire, le carnet alimentaire, des questionnaires d'évaluation pour déterminer précisément où le type de trouble dont la personne souffre. Le premier entretien, il est bien sûr très important. Il comprend un questionnement à travers une anamnèse, voir l'évolution du poids, l'évolution des situations de vie. Il est important qu'un lien durable se crée dans le temps, dans un climat de confiance. Le premier entretien va bien sûr comprendre l'accueil du patient, de la patiente, quelle est sa demande, formulation de sa demande. Est-ce qu'elle a été conseillée pour la prise de rendez-vous? Est-ce qu'elle est suivie par ailleurs? Quel est son médecin traitant? Quel est son état de santé? Bien sûr, le poids, la taille, l'IMC, son âge. Développer un petit peu la ligne de vie qui sera bien potentiellement vue sur plusieurs entretiens, qui permet de mettre de la conscience, et si ce n'est pas déjà fait, entre comportement alimentaire et situation de vie. Pour le bilan alimentaire, eh bien, on va voir la qualité, le choix des aliments, possiblement les quantités. Bien évidemment, on va pas faire peser, mais juste un repère visuel. Est-ce que c'est une grande assiette? Est-ce que c'est manger dans un plat? Enfin, des repères de cet ordre-là. Le type et variété des aliments, les types de cuisson, la répartition dans la journée, voire bien sûr dans les 24 heures, puisque s'il y a des crises, il est bien sûr normal de voir l'ensemble des 24 heures, s'il y a des crises la nuit. Comment se passent les temps repas? Est-ce que c'est dans bruit, le lieu, l'ambiance? La mastication, le temps consacré au repas, l'environnement social, travail en équipe, cohérence face aux autres. Où se font les prises alimentaires? Sur une table, un canapé, dans un lit, une voiture. Les conditions émotionnelles, affectives, le contexte familial, social et culturel, comme le ramadan. Et prévoir, en effet, plutôt utiliser le comment pour faire un petit peu des réponses, des questionnements plutôt ouverts. Si le TCA est avéré, on va poser quelques questions de style comment et en quoi le TCA nuit à sa santé pour potentiellement rebondir après sur des objectifs qu'on va se donner avec des choses précises des personnes. Qu'est-ce qui a changé dans sa qualité de vie avec cette apparition de troubles? Et on va évoluer d'où est parti le patient et bien sûr qui peut se faire sur plusieurs entretiens. On peut citer quelques outils qui peuvent être mis à disposition du soignant. Le carnet alimentaire, qui va être utilisé aussi pour travailler sur les états émotionnels. Les questionnaires, l'acte, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement dans le contexte alimentaire, la programmation neurolinguistique, la pleine conscience, la dégustation. En ce qui concerne le carnet alimentaire, pour travailler sur la restriction cognitive, on utilisera le carnet alimentaire qui pourra comprendre plusieurs parties, à savoir le test de la faim, apprendre à ce que la personne estime sa sensation de faim pour qu'aussi elle puisse aussi la redécouvrir. Le sentiment de rassasiement, pareil, mettre de la conscience dans ces ressentis. Permettre à la personne d'être dans l'observation et l'action et ensuite de travailler sur la régulation, l'écoute et le respect des sensations alimentaires. On va potentiellement noter aussi les heures des prises alimentaires, les types d'aliments consommés, le relevé des pensées qui mettront en évidence des croyances alimentaires. J'en avais noté quelques-unes comme je n'ai pas faim mais je dois manger, j'ai faim mais je ne peux pas manger, j'ai envie de cet aliment mais je dois manger celui-ci, je dois en manger beaucoup maintenant car après je n'en aurai plus.
Et à propos de l'alimentation émotionnelle, il s'agit de comprendre les motivations à manger et faire le lien pour établir les bons comportements. Faim, émotion, observer, nommer et ne plus être dans l'évitement. En ce qui concerne les questionnaires, il en existe de différentes à notre disposition, comme par exemple comment évaluer les TCA et ses composantes, évaluation de l'externalité, déterminer le niveau d'impulsivité, détecter les facteurs d'influence sur l'alimentation. Autres outils que je l'avais nommé tout à l'heure, l'acte, la programmation neurolinguistique, la pleine conscience, la dégustation en pleine conscience, manger de manière émotionnelle, zen, une fois le travail sur la régulation, faim, rassasiement qui sera fait. Alors un sacré objectif. Je vous laisse découvrir cette image. Il s'agit de défocaliser de la perte de poids. Même si les personnes viennent pour perdre du poids, c'est de les aider à voir autrement. Et donc un sacré objectif, ça va être d'ouvrir à d'autres perspectives. Bien-être, sérénité, santé physique et psychique, pour ensuite retrouver une certaine liberté de manger. Attendez, je vous remercie pour votre attention. S'il y a quelques questions, l'idée c'est de prendre 3 à 5 minutes maximum pour des questions derrière chaque présentation. Voilà. Et j'ai le micro. Et voilà, merci. Après, s'il n'y a pas de questions, ça peut très bien revenir ultérieurement. Puis en fin de séance, on abordera. Vous les notez, on y revient. C'était intéressant parce que vous parlez de l'hyperphagie. Et on est très content ce soir que vous en parliez parce que c'est un trouble qui est important en termes de nombre et pas trop évoqué. Oui, et j'ai voulu aussi noter compulsion parce que c'est vrai que quelquefois on peut considérer que la compulsion ne fait pas partie des TCA. Enfin, ça dépend les lectures, mais ça peut être le point de départ quand même. Donc, on est très content. Quels sont les professionnels qui travaillent avec vous dans l'hyperphagie particulièrement? Psychologues, psychomotriciens? Oui. Alors, pas psychomotricien par rapport, enfin, à ma connaissance, non, mais c'est vrai que ça pourrait être. En fait, c'est vrai que les personnes qui viennent nous voir en général en cabinet libéral diététique, c'est vrai qu'on a l'étiquette souvent pour maigrir, et quelquefois ça bouscule un petit peu l'approche comportementale qu'on peut avoir. Et en même temps, dès que la personne a bien compris, parce que si on travaille sur, je vous parlais tout à l'heure des sensations, de retrouver la sensation de faim, de satiété, du bien-être digestif, de ne plus se plaindre parce qu'on a mal à l'estomac, il y a une écoute quand même, parce que en fait, très rapidement, la personne, elle remarque une nette amélioration. Après, tout le travail, c'est bien sûr de garder le lien et de faire que la personne continue à nous faire confiance et puis qu'elle poursuit et puis qu'après elle peut être en lien avec un psychologue ou une psychologue si elle a bien pris conscience d'un lien qui est un petit peu inadapté en fait. C'est d'arriver à retrouver un lien adapté à la nourriture et de répondre à ses besoins on va dire en gros de bien-être, de recherche de bien-être. Enfin, si c'est très simpliste, mais de se rendre compte que c'est pas dans la nourriture qu'on le trouve parce que ça c'est plutôt emprisonnant et ça pose d'autres problèmes, et de pouvoir se dire je vais peut-être travailler sur le fond de la problématique. Et quand même assez souvent les personnes peuvent nous parler d'un traumatisme qu'ils ont vécu il y a très longtemps ou pas longtemps, enfin, et qui ressurgit par rapport au questionnement et par rapport les questionnements qu'on peut poser et qui permettent d'avoir
d'avoir une ouverture de réponse, quoi. Donc voilà. Merci. Une autre question? Oui. Alison Jo, je suis médecin au service santé des étudiants. La problématique qu'on a par rapport à la diététique, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge financière et que ça représente un coût et c'est un suivi au long cours. Pour que ça fonctionne bien, il faut quand même des rendez-vous très réguliers, en plus associés avec psychologue, voilà. Et donc tout ça, ça représente un coût non négligeable. Donc, est-ce qu'il y a dans les perspectives d'avenir des possibilités de prise en charge comme le dispositif Santé Psy qui prend en charge des consultations psychologiques, voilà, pour les diététiques? À ma connaissance, je vais pas vous dire oui ou non, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on est passé du numéro Adélie au numéro RPPS. Donc, est-ce que ça va donner des ouvertures, voilà. Bon, après. Bien. Merci, Madame Mérès. On va enchaîner avec vous, Madame Delotte, pour la MDA.